Bonjour, je m'appelle Livesh et aujourd'hui je vais vous parler du scandale Enron qui s'est passé en 2001. Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions qui est impliqué dans le scandale financier, d'où provient le scandale financier, quand le scandale financier a-t-il eu lieu, quelles sont les fraudes en cause de ce scandale financier, quels sont les facteurs qui ont motivé les responsables à commettre ces actes de fraude. Et finalement, je vais répondre à comment la loi et les associations professionnelles ont puni les parties impliquées dans ce scandale financier. Toutefois, avant de commencer à expliquer le scandale, je vais parler de Enron. Enron est une société qui a été créée en 1985. La société a été fondée par Kenneth Lay et Jeffrey Skilling. Leur compagnie produisait principalement de l'électricité, du gaz naturel et des autres produits énergétiques. Leurs services étaient offerts à des industries et au public. En 2000, Enron était considéré comme la 7e compagnie plus grande en Amérique et son stock était de 90,75 $. Avant que leur compagnie déclare faillite, Enron avait une valeur nette de 70 milliards. Maintenant, je vais résumer le scandale avec une ligne de temps et je vais aller plus en détail avec les éléments plus importants plus tard. En 1985, Enron a été formé. En 1998, Andrew Fastow est nommé le directeur financier de Enron et il a commencé à cacher les dettes de Enron. Dans les années 2000, les stocks de Enron augmentent à 90,56 $. Le février 12 2001, Jeffrey Skilling devient le directeur général et il remplace Kenneth Lay. Le août 14 2001, Jeffrey Skilling a démissionné et Kenneth Lay devient le directeur général une fois de plus. Le même jour, Enron annonce une perte de 137 millions et leur stock diminue à 39,85 $. À ce temps, il commençait à avoir des rapports que Enron était en train de cacher leurs dettes. Le 12 octobre 2001, Arthur Andersen, le cabinet comptable de Enron, demande à ses employés de détruire les fichiers de Enron pour que les deux entreprises ne soient pas affectées par le scandale. Le 16 octobre 2001, Enron annonce une perte de 618 millions et elle annonce qu'ils ont amorti 1,2 milliard de $. Le 8 novembre 2001, Enron admet qu'ils cachent leur argent. Le 29 novembre 2001, il y avait des investigations pour les auditeurs de Enron, Arthur Andersen, car ils étaient aussi impliqués dans le scandale financier. Le 2 décembre 2001, Enron déclare faillite et leur stock se ferme à 0,26 $. Le 9 janvier 2002, les départements de la justice ont fait une investigation pour déterminer les punitions de chaque partie. Alors, qui est impliqué dans le scandale financier? Il y avait 5 responsables qui étaient avantagés par les actes frauduleux. Tout d'abord, Kenneth Lay, le fondateur de l'entreprise. Ensuite, il y a Arthur Andersen LLP, qui était un des 5 meilleurs cabinets comptables à ce temps. Cette compagnie était en charge de vérifier les écritures comptables pour Enron. On a John Clifford Baxter, un exécutif à Enron, Jeffrey Skilling, le directeur de la compagnie, et finalement le directeur financier de l'entreprise, Andrew Fastow. Les victimes de ces actes frauduleux sont les investisseurs car ils investissaient dans les stocks de Enron en regardant les fausses écritures et les données de l'entreprise. Car comme je mentionnais, Enron était en train de cacher leurs dettes et les investisseurs ne savaient pas de ça. D'où provient le scandale financier? En 1998, Andrew Fastow est nommé le directeur financier de Enron et il commence à cacher les dettes de Enron avec l'aide des autres compagnies. Cependant, le 12 février 2001, Jeffrey Skilling a remplacé Kenneth Lay et il devient le directeur général de l'entreprise. À ce temps, Skilling a eu l'idée d'utiliser une méthode appelée Mark-to-Market Accounting. C'est à ce temps que le scandale financier de l'entreprise commence. Mark-to-Market Accounting est une méthode assez compliquée. Cette méthode permet à l'entreprise d'inscrire dans ses livres comptables l'accord qu'elle a signé, même si l'entreprise ne reçoit pas d'argent. L'écriture peut être effectuée. La seule condition, c'est que l'écriture est faite le même jour que le contrat a été signé. Par exemple, si l'entreprise a signé un accord de 100 millions sur les 3 prochaines années,
Elle peut écrire 100 millions de dollars dans ses livres comptables le même jour où l'accord a été conclu, même si elle ne reçoit pas d'argent. Cela signifie que si plus tard l'accord est annulé et que Enron ne reçoit pas d'argent de l'autre compagnie, les investisseurs ne pourront pas s'en apercevoir car il était déjà écrit dans les livres que la société a gagné 100 millions. Cela signifie que la société valait plus sur le papier qu'en réalité. Enron a effectué de fausses écritures pour couvrir leurs dettes. En faisant ceci, le prix de leur stock augmentait. Par exemple, dans les années 2000, la valeur de leur stock était à 90,56 $. Les auditeurs ont aussi aidé Enron avec ce scandale. Le but des auditeurs, c'est de vérifier si l'entreprise a bien effectué l'enregistrement de ses comptes et que s'il n'y a pas de fraude. Enron a engagé Arthur Andersen pour vérifier leur travail. Le cabinet comptable LLP Andersen a ignoré toutes les fausses écritures de Enron car il ne voulait pas perdre son partenariat avec Enron, car le cabinet faisait des millions avec l'entreprise. Quand le scandale a été découvert, Arthur Andersen a dit à ses employés de détruire tous les fichiers de Enron avant qu'il soit coupable de fraude. Le facteur qui a motivé les responsables à commettre ces actes de fraude est l'argent. L'objectif principal de Enron, c'était de faire le plus d'argent possible en trompant leurs investisseurs. L'entreprise a fait tout pour atteindre leurs objectifs. Andersen LLP, le cabinet comptable de Enron, était aussi motivé par l'argent et elle n'a pas voulu mettre fin à un partenariat entre les deux entreprises. Comment la loi et les associations professionnelles ont-elles puni les parties impliquées dans ce scandale financier? Alors, comme vous savez, il y avait 5 responsables: Kenneth Lay, Jeffrey Skilling, Andrew Fastow, John Clifford et Arthur Andersen LLP, le cabinet comptable. Kenneth Lay a fait face à 6 chefs d'accusation de fraude. Il devait faire face à 45 ans de prison. Toutefois, le 5 juillet 2002, il meurt d'une crise cardiaque. Jeffrey Skilling a fait face de 19 chefs d'accusation, un chef d'accusation de conspiration, un chef d'accusation de délit d'initié, 5 chefs d'accusation pour avoir fait de fausses déclarations aux éditeurs et 12 accusations de fraude en matière de valeurs mobilières. Comme punition pour ces actes, Jeffrey Skilling a fait face à 24 ans de prison. Jeffrey Skilling a aussi menti. Il a dit qu'il ne savait pas à propos du scandale quand il a démissionné. Donc ceci a aussi eu un impact sur son punition. Andrew Fastow a fait face à 78 chefs d'accusation. Cependant, comparé à des autres personnes, il a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation de fraude électronique et de fraude en matière mobilière. Il a aussi décidé d'aider les autorités fédérales pour les autres cas de Enron. Donc, il a eu seulement 10 ans de prison. Cependant, son temps a été réduit à seulement 6 ans. Et le 18 mai 2011, il a été libéré de prison. John Clifford a démissionné de Enron le mai 2001. Il s'est suicidé le 25 janvier 2002, donc il n'a pas été impliqué dans une affaire juridique. Arthur Andersen LLP a aussi une punition. Après 89 ans d'activité, Arthur Andersen LLP a mis fin à son rôle d'auditeur des entreprises publiques. La société a été condamnée pour des actes fraudeux car ils ont détruit les fichiers de Enron et comme punition, la loi a fermé son entreprise. Dans cette vidéo, on a parlé du scandale Enron qui s'est passé en 2001 et on a répondu aux questions. Qui est impliqué dans ce scandale? Quelles parties ont été avantagées par les actes fraudeux? Quelles parties ont été les victimes des actes fraudeux? D'où provient le scandale financier? Quand le scandale financier a-t-il eu lieu? Quelles sont les fraudes en cause de ce scandale financier? Quels sont les facteurs qui ont motivé les responsables à commettre ces actes de fraude? Et comment la loi et les associations professionnelles ont-elles puni les parties impliquées dans ce scandale financier?